Le second intervenant est M. Jérôme André. Dans son cursus de bachelor, Jérôme André a étudié l'archéologie, le grec ancien, ainsi que l'histoire en programme option. Après un semestre d'échange à Berlin, il est actuellement en deuxième année de master en sciences de l'Antiquité et se spécialise en archéologie classique. Il a accompli aussi une spécialisation en métiers de l'archéologie et du patrimoine historique. Il vient de débuter son mémoire de master consacré à l'étude d'un édifice du sanctuaire d'Artémis à Amarinthos, fouillé par l'école suisse d'archéologie en Grèce. Après avoir travaillé pour la base de données d'images d'archéologie Thérésias, il est actuellement assistant étudiant à la section des sciences du langage et de l'information pour la publication digitale d'inscriptions grecques de Styra. Parallèlement à ses études universitaires, il joue du violon dans des orchestres et des ensembles de musique de chambre. Mais il nous parlera ce soir de toute autre chose. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers diplômés, chers parents, durant quelques minutes, j'aimerais vous faire voyager en vous emmenant à plus de 4000 km d'ici, dans le Grand Nord russe, en pleine Sibérie, et plus précisément près de la petite ville de Nadim, dans le Yamal, à peine quelques dizaines de kilomètres au sud du cercle polaire arctique. C'est là, dans l'immensité des paysages de toundra marécageuse, que je suis parti cet été avec une expédition scientifique helvético-russe. Cette campagne de recherche interdisciplinaire rassemblait des étudiants de l'Université de Lausanne, de Genève, de l'EPFL, ainsi que de l'Université russe de Tyumen, afin de travailler à des projets de recherche en archéologie et en sciences naturelles. Et là, je peux deviner votre question. Comment ça, un étudiant en archéologie et grec ancien en pleine Sibérie? Alors je vous rassure tout de suite, nous ne sommes pas partis là-bas pour chercher des vases grecs. Mais si nous sommes partis en Sibérie, c'est pourtant bien pour de l'archéologie. Mais une archéologie d'un tout autre genre, puisque nous nous sommes intéressés aux vestiges de camps du goulag stalinien. À nouveau, vous allez me dire que l'archéologie s'intéresse d'habitude plutôt aux vestiges préhistoriques et antiques. Alors certes, nos champs de recherche habituels ne dépassent guère la période médiévale. Mais plus que par l'ancienneté de ces objets d'étude, l'archéologie se définit surtout par son approche centrée sur les vestiges matériels. Et ainsi, qu'importe les époques, l'archéologue peut aussi apporter son concours pour l'étude des périodes modernes, apportant un regard complémentaire à celui de l'historien. Nous sommes donc partis 3 semaines sur le terrain en expédition, dirigée par Eric Hösli, spécialiste de la Russie et professeur à l'EPFL, dans le cadre du programme Changing Arctic, qui est un module du master de l'EPFL qui est ouvert aussi aux autres étudiants des universités suisses. Mais alors, quel était concrètement notre objet d'étude pour le groupe d'archéologie? Il s'agissait d'étudier un camp de détenus du goulag destiné à la construction d'une voie de chemin de fer. Cette voie devait relier le pays d'est en ouest, mais au niveau du cercle polaire arctique, une sorte de transsibérien du Grand Nord, destiné notamment à connecter les immenses gisements de minerais de la région de Norilsk, ressources dont le pays avait grand besoin au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ce projet titanesque et insensé démarre sur ordre personnel de Staline en janvier 1947, en plein hiver. Des plans sont établis, comme vous le voyez à l'écran, et surtout, des dizaines de milliers de détenus sont réquisitionnés. Ces détenus sont logés dans des camps construits le long de la voie, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, tous les 15 à 20 km. Le projet 501, nom du chantier dans la région qui nous intéresse, employait plus de 20 000 prisonniers. Le chantier de construction se poursuit jusqu'en 1953, à la mort de Staline. Il est stoppé quelques semaines après son décès, surtout à cause de son caractère irréalisable. Et depuis, les camps sont abandonnés. Aujourd'hui, 65 ans après, voici quelques impressions de l'état de la voie de ferrée et des camps. Notre projet dans le camp suivait un triple objectif. Tout d'abord, documenter sous la forme de photographie, d'un relevé architectural et de photogrammétrie les vestiges du camp. Vous le voyez sur les images, les bâtiments sont dans un état de dégradation avancé, les toits sont percés et certains murs effondrés. Le camp a en plus connu de nombreux passages et visites depuis son abandon. Tout ce qui pouvait être réutilisé, outils, meubles, objets, a été emmené. Ces processus de dégradation sont pour la plupart irréversibles. Et d'ici quelques dizaines d'années, rien ou presque ne subsistera. Un des buts était donc de faire un instantané, un état des lieux en 2019 de ces vestiges. Pour cela, nous avons utilisé plusieurs méthodes, dont des photographies au drone et la création d'un modèle numérique de terrain que vous voyez à droite sur l'image.
Deuxième objectif, il s'agissait d'étudier ces vestiges, en collaboration avec un historien local qui travaille sur le goulag depuis près de 30 ans. Nous avons donc mesuré chaque bâtiment, nous en avons dressé le plan, et pour certains, nous avons aussi réalisé un modèle 3D. Nous nous sommes particulièrement intéressés à l'architecture du camp. Comment ont-ils fait en effet pour construire sur ce terrain qui est marécageux en été et gelé le reste de l'hiver? Nous avons par exemple constaté la forte attention portée aux fondations, leur isolation et la création de drains tout autour des baraquements pour éviter les infiltrations d'eau. Nous avons aussi remarqué la forte similitude de tous les éléments de construction. Et cela s'explique non seulement par la nécessité de construire un grand nombre de camps rapidement, mais aussi et surtout par l'absence de matériaux de construction disponibles sur place. En effet, d'autres étudiants qui s'intéressaient, eux, à des études de dendrochronologie, donc qui travaillaient sur la croissance des arbres dans et à l'extérieur du camp, ont pu nous assurer qu'il n'y avait pas d'arbres assez grands dans la région pour fournir des planches et des poutres nécessaires à la construction. Tous ces éléments de bois préfabriqués ont donc été amenés du sud de la Russie, ce qui explique la standardisation que nous avons remarquée. Notre dernier objectif était de questionner la mémoire du goulag et surtout la mémoire de ses vestiges. Et pour cela, nous avons pu interroger les visiteurs de passage, dont vous voyez les traces sous la forme de cigarettes laissées sur certains murs du camp, dans une sorte d'hommage. Nous avons pu aussi interroger le maire de la ville de Nadim et discuter avec les étudiants russes participant à l'expédition. Nous avons voulu savoir en particulier quel rapport ils entretiennent avec ces vestiges d'un passé dont chaque famille russe garde une trace dans son histoire. Sans prétendre à une quelconque représentativité des témoignages, nous avons noté un intérêt assez marqué pour ces vestiges. La plupart des personnes interrogées avaient abordé la question du goulag à l'école et trouvent important d'étudier et de conserver des traces de ce passé, même s'il est plus douloureux. Au niveau politique, il y a maintenant la volonté de la ville de mettre en valeur ces vestiges, sans savoir encore avec certitude sous quelle forme. Il est dans tous les cas réjouissant de constater ces initiatives qui réunissent le gouvernement local et la société civile autour des vestiges du goulag. Voici donc un bref aperçu des travaux menés par le groupe archéologie durant l'expédition. Nous n'en sommes qu'au début de l'étude des données récoltées, mais nous espérons bien pouvoir les mettre en valeur et surtout les porter à la connaissance du plus grand nombre. Si vous voulez déjà en savoir plus, vous pouvez visiter le site du projet qui relate en texte et en audio notre expédition au jour le jour. Et la deuxième campagne de recherche est déjà en préparation pour l'été prochain, avec à nouveau la participation d'étudiants de notre faculté. Pour conclure, je me permettrai un petit conseil aux lauréats du jour. Lorsqu'on achève son bachelor en lettres, on peut se demander, et je l'avoue, ce fut aussi mon cas, et maintenant, qu'est-ce que j'ai vraiment appris? Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors cette expérience en Russie est un parfait exemple de projet complètement en dehors des frontières de mon champ d'études habituel. Non seulement les frontières géographiques, mais aussi chronologiques et culturelles. Mais même dans ce contexte très différent, les savoirs et savoir-faire appris en lettres m'ont été de la plus grande utilité. Non seulement les méthodes archéologiques elles-mêmes, mais aussi et surtout la capacité d'analyse, l'esprit critique et l'aptitude à appréhender d'autres visions du monde et de la science. Cela vous paraît peut-être être des concepts assez vagues, mais je vous assure que ce sont des compétences utiles et recherchées. À vous de trouver où et comment les employer. Et pour cela, n'hésitez surtout pas à sortir des voies toutes tracées et à chercher en dehors de vos domaines de recherche respectifs. Je vous remercie de votre attention.